Tout le monde, bienvenue au webinaire de la Société européenne de fertilité. Je suis Isabelle Rugretzia et aujourd'hui on est ici avec la docteure Alina Strelko de la clinique IFMED, qui est donc une clinique leader dans l'Ukraine dans le domaine des technologies de la reproduction assistée. Donc ce webinaire fait partie de la série de webinaires de la Société européenne, qui est donc une société dédiée à enseigner tant les cliniques et les patients à se centrer sur les besoins des patients et qui sont disponibles en 4 langues et totalement gratuits. Donc, on vient d'ouvrir une partie donation et volontariat. Donc, si vous voulez nous aider, on vous remercie. Je vous laisse une petite information sur le chat. Et voilà, aujourd'hui, on va parler sur les dilemmes de la conception d'ovules. Donc, je vous laisse avec la docteure. Merci beaucoup et bonsoir pour votre présentation. Donc, aujourd'hui, on va voir qu'est-ce qu'il est important pour faire la don d'ovocytes successif, parce que c'est quelque chose qui est très, très important. Et le pourcentage des programmes avec le don d'ovocytes chaque année augmente, parce que le pourcentage des femmes qui viennent dans les cliniques des reproductions assistées et qui ont plus de 40 ans augmente aussi tous les ans. Et alors, après certains âges, on a beaucoup plus de probabilités que la qualité et la quantité des oocytes ne sont pas tellement bons. Et donc, dans ce cas-là, on peut proposer le don d'oocytes. Donc, on va voir qu'est-ce qu'il faut savoir et comment faire ce programme plus successif. Donc, quelles questions les patients se posent avant de commencer le programme de don d'oocytes? Très important pour les patients de savoir qui sont les donneuses d'oocytes. Parce qu'on comprend que le matériel génétique, il porte beaucoup d'informations. Et le bébé qui va naître avec ce programme-là, il va aussi avoir ce matériel génétique. Et important de comprendre qui sont ces donneuses. Après, l'important de comprendre comment est-ce qu'on cherche et comment on examine les donneuses. Après, il faut quand même discuter toujours les risques de ce programme, comment se préparer pour la grossesse, quels sont les protocoles de préparation et puis aussi le taux de réussite de ces programmes. Donc, selon la loi en Ukraine, on peut voir les exigences pour les donneuses d'oocytes. C'est écrit dans le document qui est fait par le ministère de la Santé. Et alors, ministère de la Santé, pardon, et on peut voir que les donneuses peuvent être les femmes jeunes, moins de 36 ans. Puis, le point important que ces femmes devraient avoir au moins un bébé en bonne santé. C'est pas tous les pays ont ce type d'exigence, seulement en Ukraine. Et c'est important parce que nos donneuses ont la fécondité prouvée. Parce qu'on peut avoir beaucoup d'oocytes, mais la qualité de ces oocytes peut être pas très bonne. Donc, si cette femme a au moins un bébé en bonne santé, ça signifie que la qualité d'oocytes devrait être quand même bien. L'important que ces femmes ne devraient avoir les problèmes phénotypiques négatifs, devraient être en bonne santé somatique, pas fumer, pas prendre des médicaments spécifiques, des maladies héréditaires aussi. Ça, on va parler un peu plus tard. Je vais expliquer quelles maladies héréditaires il faut exclure et comment le faire.
Et après on contrôle que les donneuses ne prennent pas l'alcool, les drogues, et on fait les contrôles, toutes les visites avec les tests spéciaux. Et c'est aussi très important. Donc, comment ça se passe le procès des recrutements et de sélection? Premièrement, on reçoit les candidats, on a le contact téléphonique. Après, on fait les examens médicaux. Après, on prend le sang pour les tests. Puis, on fait aussi, comme j'avais dit, le test de dépistage des drogues. Puis, très important, l'échographie d'appareils reproducteurs, c'est-à-dire l'utérus, les ovaires, parce que les donneuses devraient avoir beaucoup des oocytes. Et on devrait se voir en échographie. Après, on voit les antécédents médicaux, familiales, et on fait beaucoup des examens des maladies héréditaires. Et puis aussi le dépistage psychologique, parce que certains problèmes psychologiques ou même psychiatriques peuvent être héréditaires et c'est très important de voir si le candidat des donneur ou donneuse n'a pas de ces maladies. Donc, l'examen psychologique. Pourquoi c'est important aussi? Parce que pour les donneuses d'oocytes, le fait qu'ils donnent ses enfants, ses oocytes, parfois peut être très, très difficile à survivre. Et puis aussi, il faut voir que la motivation de faire ça n'est pas seulement, comment dire, matérielle. Ils doivent avoir quand même une motivation altruistique. Et ils doivent comprendre qu'est-ce qu'ils font, pourquoi ils font ça. Et seulement dans ce cas-là, ils vont suivre toutes les prescriptions médicaux. Et on a quelques tests psychométriques pour voir que certains problèmes, qu'il n'y a pas de certains problèmes. On appelle ce test MMPI. Et pour les pays comme États-Unis, par exemple, c'est obligatoire d'avoir certains tests psychométriques et les résultats, on peut donner et montrer aux patients. Donc, ici, vous voyez combien d'analyses obligatoires on fait à nos donneuses. C'est toutes les infections, hépatite virale, syphilis, sida. Après, on fait le diagnostic des mycoplasmes, auréoplasmes, chlamydia, herpes, cytomégalovirus. L'analyse très importante, c'est l'hormone antimullérien. On accepte seulement les candidats à être donatrices avec hormone antimullérien plus que 3,5. C'est-à-dire qu'au moyen, nos donatrices devraient avoir au moins 25-30 oocytes pour le prélèvement, ce qui est très important parce que pas tous les oocytes ont la bonne qualité. Aussi, dans ce liste, vous voyez beaucoup des analyses et des tests génétiques. On fait à nos donneuses le karyotype, c'est-à-dire on peut voir combien de chromosomes et comment sont les chromosomes. La probabilité d'avoir les problèmes des karyotypes est à peu près moins que 2-3%. Mais quand on a les translocations ou inversions, c'est-à-dire les problèmes de structure des chromosomes, dans ce cas-là, on ne va pas avoir des embryons de bonne qualité et puis c'est pas bon de transmettre ces problèmes. Donc, on exclut les problèmes des karyotypes et après, on voit des mutations
les problèmes qui sont marqués dans ce slide. Ok, je ne peux pas les prononcer tous ces problèmes, mais l'important est qu'on exclut les problèmes qui sont plus répandus dans la population ukrainienne. Mais si, par exemple, il faut exclure les problèmes qui sont plus souvent présents dans une autre population, dans ce cas-là, on fait une autre liste des examens. Donc, les mutations qu'on peut tester, on peut tester n'importe quelle mutation finalement. Et donc, cette liste devrait être différente dans la population différente. Donc, si on voit comment est la sélection des donneuses, on peut voir que bon, le procès est quand même assez compliqué, assez long. Et à la fin, on a seulement 3 à 5% des candidats potentiels qui deviennent finalement les donneuses. Et dans ce cas-là, on a quand même la qualité des oocytes et la probabilité de réussite plus haut que on peut expecter généralement dans ce type de programme. Donc, la question qu'on me pose souvent mes patients, quel est l'âge des donneuses et est-ce qui est très important l'âge? Parce que bon, la plupart des patients préfèrent avoir la donneuse de 22, 23, 25 ans. Et on a décidé de voir est-ce qu'il y a la différence entre les donneuses de 25 ans et de 30 ans, par exemple, ou 32 ans. Parce que selon la loi ukrainienne, on peut avoir les donneuses jusqu'à 35 ans. Donc, on a analysé à peu près 8700 oocytes des 268 donneuses. Et puis, on avait prélevé en 2020, avant que nous avons eu cette épidémie de Covid. Donc, on avait analysé la situation qu'on avait eue. Et donc, qu'est-ce qu'on peut voir? Que le nombre de follicules des filles moins de 25 ans est à peu près plus grand que le nombre de follicules de filles plus que 31 ans, mais la différence n'est pas tellement importante. Mais quand on voit la qualité, on peut voir que la quantité des oocytes matures, M2, signifie que ce sont les oocytes matures. 24 à peu près en moyenne à 25 ans et 19 à peu près 30 ans et plus. Mais si on analyse la quantité des oocytes Q1, c'est-à-dire oocytes de meilleure qualité, ici on pratiquement ne voit pas la différence. Et si on voit le pourcentage des oocytes Q1, on voit qu'à l'âge de 31 ans, on a quand même un peu plus qu'à l'âge de 25. C'est-à-dire que l'âge jusqu'à 30, 31, 32, 33 ans n'est pas beaucoup d'importance quand on choisit la donneuse pour le programme de don d'oocytes. Dans le groupe des personnes jeunes, il n'y a pas de différence statistique significative de qualité et de quantité des oocytes entre 25 et 30 et 32, 33 ans. Une fertilité, c'est-à-dire prouvée, avérée, n'est pas exclu que les oocytes peuvent être de mauvaise qualité ou non pas excellente qualité. Ça peut être aussi à n'importe quel âge, n'importe quelle donneuse. La qualité des oocytes est plutôt une caractéristique personnelle de la donneuse et pas quelque chose qui est très, comment dire, général et qui est très dépend de l'âge. Donc l'âge jeune dans la médecine de la reproduction, c'est l'âge avant 35 ans. Donc à cet âge-là,
c'est plutôt la qualité individuelle qui peuvent nous dire que les oocytes de cette donneuse peuvent être meilleurs que l'oocyte d'une autre. C'est-à-dire, si vous pouvez demander à la clinique où vous voudriez faire le don d'oocytes, si cette fille-là était déjà la donneuse, si elle avait le résultat des formations des blastocystes très, très bon, s'il y avait eu les grossesses avec ces oocytes. C'est plus important que l'âge et que les caractéristiques générales de cette donneuse. Et aussi, il faut dire qu'à peu près 60-70% de tous oocytes qui sont considérés comme matures et qu'on peut théoriquement utiliser ont une qualité Q1, c'est-à-dire qualité très bonne qui peut donner les embryons de qualité excellente. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de nos donneuses? Généralement, ils sont assez bons niveau d'éducation, donc enseignement secondaire spécialisé à peu près plus que 50%, diplôme de l'université à peu près 20%. Normalement, dans notre pays, le pourcentage des gens avec le diplôme d'université est plus élevé, mais comme ce sont les filles qui sont assez jeunes, ont aussi les enfants, donc peut-être le niveau des filles avec le diplôme d'université est un peu moins que dans la population générale. Et puis, l'enseignement secondaire, à peu près aussi 20%. Plupart de ces filles travaillent, 91%. Donc, ils ne considèrent pas le don d'oocytes comme une occupation essentielle. Ils considèrent ça plutôt comme un geste d'altruisme. C'est qu'on voit dans ces enquêtes qu'ils remplissent que, bon, plupart de filles écrivent qu'ils désirent d'aider à un couple à avoir les enfants, donc c'est très bon à mon avis. Donc, les résultats des examens médicaux. On peut voir qu'on n'a pas beaucoup de filles avec les hépatites, avec le syphilis, moins qu'1%, et dans ce cas-là, on ne continue pas de travailler avec cette fille. On trouve quand même les maladies genre mycouroplasma, de chlamydia. Dans ce cas-là, on peut faire le traitement, après contrôler la situation. Si on n'a plus des infections de ce type-là, on continue. Parfois, on trouve les problèmes comme les myomes, comme kyste ovarien, comme problème de col de l'utérus. Ok, on discute dans chaque fois si on continue ou pas. Le but essentiel de ces examens médicaux est ne pas mettre en danger la santé de la donneuse et puis ne pas mettre en danger ainsi la santé des patients. Donc, on exclut la possibilité de transmettre les maladies infectieuses et puis on exclut aussi les problèmes de la santé qui peuvent être aggravés pendant la stimulation de la donneuse. Qu'est-ce qu'on peut dire des maladies génétiques? On voit aussi qu'il n'y a pas beaucoup, on ne trouve pas tellement ces maladies-là. Et donc, pourcentage des anomalies génétiques de 1 à 3%, mais ça dépend finalement de la quantité de mutations qu'on étudie et qu'on cherche. Si on fait par exemple l'examen de, je sais pas, 5000 mutations, c'est sûr qu'on va trouver quelque chose. L'important, c'est que si cette mutation-là va donner une maladie et si le père, le partenaire de la femme qui va participer dans ce programme va avoir la même mutation. Dans ce cas-là, peut être une maladie. Donc,
La question des recherches des mutations génétiques, c'est la question, comment dire, de raisonnabilité et de nécessité de faire ça. S'il y a une information que dans cette famille-là, il y a quelques problèmes, ok, il faut les chercher. On peut faire le test de 250 maladies. Dans ce cas-là, si on fait cette examination, on trouve à peu près de 30 à 40% de donneuses sans mutation. La plupart ont quelques mutations. Mais l'important d'analyser qu'est-ce qu'on avait trouvé et s'il y a un risque pour le bébé d'avoir la maladie. Donc, les résultats des dons d'oocytes. L'âge moyen qu'on peut voir est à peu près 28 ans dans notre clinique parce que plupart, tous les donneuses que nous avons ont des enfants, donc ils sont un peu plus âgés que les donneuses sans enfants. Donc, plupart des donneuses ont l'âge de 26 à 30 ans. Le nombre d'oocytes moyen qu'on peut utiliser est à peu près 17-18. Les oocytes matures à peu près 16. La fécondation à peu près 15. Blastocystes à peu près 11 en moyen. Et puis, si on fait l'examen génétique, on reçoit à peu près 65-66% des embryons sans problème génétique. C'est-à-dire que, bon, au début, on a à peu près 30 follicules et à la fin, on a à peu près 7 ou 8 ou 6 blastocystes qu'on peut utiliser et qui n'ont pas de problèmes génétiques. Donc, c'est important de comprendre ça et de savoir que pas tous les oocytes peuvent donner l'embryon de meilleure qualité qui peut donner la grossesse. Et tous ces pourcentages-là, l'important de demander dans la clinique où vous voudriez de faire le traitement, parce que ça peut être différent dans les cliniques différentes. Et comme ça, vous pouvez plus ou moins calculer combien d'oocytes il faut avoir pour avoir 2, 3, 4 blastocystes de bonne qualité à la fin. Parce que le taux d'éuploïdie, c'est-à-dire le pourcentage des embryons de blastocystes sans problème génétique ou avec des problèmes génétiques, éuploïdie c'est sans problème génétique, donc peut être différent et ça dépend pas tellement et seulement des oocytes, mais aussi des conditions des laboratoires et des cliniques. Et donc, c'est un travail qui, à mon avis, est très intéressant. Les auteurs ont analysé le pourcentage des embryons sans problème génétique dans les cliniques différentes qui travaillent avec les oocytes des donneuses. Et on peut voir le taux entre 42 et 80%. C'est-à-dire que les donneuses sont plus ou moins le même, l'âge est plus ou moins le même, le sperme, qualité de sperme plus ou moins le même, donc quelque chose est différent dans le laboratoire. Et si par exemple vous êtes venu dans la clinique où le pourcentage des embryons euploïdes sans problème génétique est seulement 42%, c'est-à-dire qu'il faut prendre beaucoup plus d'oocytes pour avoir à la fin 1 ou 2 embryons pour le transfert. Et quand vous venez dans la clinique où le pourcentage est 80%, donc bon, il faudrait prendre 2, 3, 4 oocytes et ça suffit. Donc, il faut toujours demander cette information. Qu'est-ce que encore peut influencer le taux d'éuploïdie des embryons? On a l'information que l'âge de père peut influencer ce procès. Quand on a l'âge de père plus que 50 ans,
on peut voir que le pourcentage des anéuploïdies, c'est-à-dire les embryons avec les problèmes génétiques, est beaucoup plus élevé que si l'âge de père est moins de 39 ans. L'explication possible, c'est qu'avec l'âge, le pourcentage de fragmentation d'ADN est beaucoup plus élevé qu'à l'âge moins de 39 ans. C'est-à-dire, si l'âge de père est plus élevé, il vaut mieux de prendre plus d'oocytes pour travailler et pour faire le don d'oocytes. Donc, aussi, l'important de savoir combien de chromosomes étaient analysés pendant l'examen génétique. Dans notre laboratoire, si on fait l'analyse, quand on peut voir tous les chromosomes, 24 chromosomes, on a à peu près 66% des embryons génétiquement normaux. Si on fait l'analyse où on analyse seulement 5 chromosomes, on peut voir le pourcentage plus élevé. C'est-à-dire que plus on analyse, plus on cherche, plus on va trouver quelque chose. Donc, si par exemple, on va essayer de calculer combien de zoocytes il nous faut pour obtenir un résultat positif, et on voit toutes ces données avec tous ces pourcentages qu'on avait discutés, donc on peut voir que par exemple dans notre clinique, en moyenne, il nous suffit d'avoir de 8 à 10 oocytes de bonne qualité pour obtenir 4-5 blastocystes. Parmi ces 4-5 blastocystes, 2-3 devraient être anéuploïdes, c'est-à-dire avec la génétique normale. Et donc, ça devrait être suffisant pour 60-70% des cas avoir la grossesse. Encore, la question que les patients demandent souvent, c'est la sécurité des donneuses de oocytes. Je voudrais dire que dans notre pays, il y a la loi qui dit que nous devrions prendre en charge toutes les complications qui sont apparues 30 jours après le prélèvement des oocytes. Dans la plupart des pays, la situation plus ou même. Donc, quel problème on peut avoir, de quoi il faut parler avec le médecin quand on parle de don d'oocytes. Donc, il y a les problèmes de fertilité, déclin, de diminution de fertilité dépendant de la qualité des oocytes. Et donc, on peut, éviter ces problèmes si on prend les oocytes des donneuses, des jeunes femmes. Mais il y a des problèmes qui sont liés avec l'âge et avec la quantité des problèmes de la santé générale. Donc, ce sont des problèmes genre diabète, hypertension, des maladies cardiaques, dépression, de problèmes de coagulation, problèmes d'infection et de changement de l'immunité, problèmes de l'utérus, genre endométriose, myome. Donc, tout ça, on peut trouver beaucoup plus souvent avec l'âge. Après l'âge 40-45 ans, peut-être la moitié ou même plus des patients peuvent avoir quelque chose de ce liste, malheureusement. Et donc, ça peut malheureusement diminuer la probabilité de réussite. Encore, on peut savoir que le problème d'anéuploïdie, c'est-à-dire des anomalies génétiques des embryons, dépend de l'âge d'oocytes. Et ça, comme nous avons dit, on peut éviter prenant l'oocyte d'une femme jeune, mais aussi ça dépend des problèmes pendant la cultivation des embryons. Ce qu'on avait vu dans cet article
où les résultats sont différents dans les laboratoires différents, et aussi le facteur de pair. Donc, tout cela peut influencer la qualité et la génétique d'embryons. Quand on va faire la sélection et on va prendre en compte seulement les critères des euploïdies, on peut avoir la probabilité de la grossesse à peu près 50, 53, 55%. Mais si on voit encore comment cet embryon se divise, comment il se développe, comment il se féconde, par exemple, il y a la méthode qu'on appelle time-lapse, c'est-à-dire qu'il y a la caméra au milieu de l'incubateur, et cette caméra fait tous les 5 minutes les photos, et après, l'intelligence artificielle analyse qu'est-ce qui se passe. Et donc, si on utilise ce genre de sélection embryonnaire, et avec le résultat de la génétique, on peut voir beaucoup plus la probabilité de la grossesse, à peu près 73%. Donc, c'est important d'utiliser toutes les possibilités de choisir les embryons des plus bonnes qualités, qui ont plus de perspectives de donner la grossesse. Encore, ce qu'il faut savoir, c'est que l'analyse génétique, c'est très, très à la mode les dernières années. Et donc, il faut savoir que quand même, cette analyse-là peut donner faux négatifs et faux positifs résultats. Parce que quand un embryologue prend le matériel pour cette analyse, il prend ici ce qu'on appelle trophectoderme, la placenta future. Et cette trophectoderme, parfois, peut avoir les cellules de différents types. Par exemple, rouge, c'est anormal, et bleu, c'est normal. Ouais. Et si l'embryologue prend ce parti-là, il peut avoir le résultat que 40% des cellules de cet embryon est mosaïque. C'est-à-dire que embryon plus probable va être exclu de le transfert. Si l'embryologue prend ici, quand il fait la biopsie, il ne sait pas où ils sont cellules bonnes et cellules mauvaises. Donc, il prend comme il prend. Mais si, par exemple, par hasard, il prend de ce parti-là, il va avoir le résultat que l'embryon est OK. Bon. Et si, par exemple, ici, dans ce cas-là, l'embryon va être considéré comme anormal. Donc, quand on n'a pas beaucoup des embryons, parfois, il faut discuter si c'est vraiment nécessaire de faire cet examen génétique parce que avec cet examen-là, dans certains cas, on peut diminuer la quantité des embryons pour le transfert potentiel. Quand on a 10 ou 11 ou 12 de bonne qualité, OK. Même si on va perdre un ou deux, c'est pas tellement grave. Mais si on a un ou deux, parfois, peut-être, il vaut mieux de ne pas faire cet examen-là parce qu'on peut théoriquement avoir le résultat qui ne correspond pas à la réalité et qui va, exclure cet embryon de la transfert potentiel. Si quand même nous avons fait l'examen génétique, et on peut avoir les embryons de types différents, normal, mosaïque, anéuploïde, ce ne signifie pas qu'on ne peut pas choisir ces embryons-là pour le transfert. C'est-à-dire seulement d'abord, on devrait prendre les embryons de ce parti-là, qui sont considérés comme normaux, et après, on prend les embryons qui sont en bas de ce liste. Théoriquement, ils peuvent aussi donner la grossesse normale, mais cette grossesse-là devrait être beaucoup plus contrôlée et le pourcentage de réussite est beaucoup moins
dans ce cas-là, si on prend ces embryons, et puis la probabilité d'avoir l'avortement spontané est plus élevée quand même. Mais ce ne signifie pas qu'on ne peut pas travailler avec ces embryons. Donc, la question importante, ce sont les protocoles de transfert des embryons, de préparation pour le transfert des embryons. On peut utiliser beaucoup de protocoles, mais quand même, il y a une différence importante. On peut les diviser en protocole de la thérapie de substitution, quand il n'y a pas de fonction variante, et ce qu'on appelle le cycle naturel. Naturel totalement, naturel avec une stimulation, mais en gros, on peut les diviser en deux groupes. Un groupe quand on prend les hormones et quand les ovaires ne fonctionnent pas, et un autre groupe quand il y a quand même en fonction variante. Et donc, la différence essentielle, c'est que le protocole de cycle naturel sont meilleurs, mais beaucoup plus difficiles de contrôler et de, comment dire, organiser tout ça. Parce que l'ovulation peut venir en dimanche ou en vacances ou dans un jour qu'on ne peut pas contrôler. Et donc, plupart des cliniques et plupart des docteurs utilisent les protocoles de la thérapie de substitution. C'est-à-dire, d'abord, on arrête la fonction ovarienne, ou par exemple, la femme est déjà en ménopause, et puis on donne les médicaments qui nous donnent le taux des hormones qui correspond à un cycle naturel. Si, par exemple, la femme a sa fonction ovarienne, on peut quand même essayer de faire le cycle naturel, soit avec la stimulation légère, soit en contrôlant quand le follicule va ovuler, et après, on fait le transfert 5-6 jours après l'ovulation, c'est-à-dire comme si cette blastocyste était formée naturellement et puis venue en utérus dans la vie normale. Oui. Donc, quelle est la différence essentielle? C'est que la thérapie de substitution et le protocole naturel, si on les compare, on voit la différence dans tous les paramètres et que les résultats meilleurs sont avec le cycle naturel. Quand il y a la fonction ovarienne, il y a l'ovulation et il y a ce qu'on appelle le corps jaune, la structure dans l'ovaire que produit le progestérone. Donc, on voit que le pourcentage de la grossesse biochimique, c'est-à-dire le test positif, est à peu près 8% plus avec le cycle naturel, que la grossesse clinique, c'est-à-dire quand on voit le poche dans l'utérus même, le pourcentage d'implantation est aussi plus élevé avec le cycle naturel. Le pourcentage de live birth rate quand la femme a déjà son bébé, donc est aussi plus élevé avec la thérapie avec le cycle naturel, et le pourcentage d'avortement spontané est plus élevé avec le cycle de substitution hormonale. Et c'est très important de savoir, ok, la différence n'est pas tellement grande, mais quand même, la différence existe. Et cette différence peut-être dépend de les substances qui sont produites de ce corps jaune, pas seulement le progestérone, mais autres molécules qui
améliore l'implantation, qui améliore la circulation sanguine et ça donne finalement la différence en résultat à peu près 5-10%. Mais ce qui est encore plus important, c'est que la thérapie, la préparation pour le transfert dans le cycle naturel donne moins de complications pendant la grossesse que les protocoles avec la thérapie hormonale de substitution. Donc, on peut voir que la probabilité de ce qu'on appelle prééclampsie, c'est-à-dire la pression artérielle très élevée pendant la grossesse et qui est très dangereux parce que peut être dangereux même pour la femme et pour le bébé aussi. Et donc, le pourcentage de cette prééclampsie dans les programmes de don d'oocytes est à peu près de 13, 20, 18%. Si on compare le don d'oocytes avec la fécondation in vitro traditionnelle avec ses oocytes propres, le pourcentage est quand même plus élevé que dans la grossesse qui est venue naturellement, mais il est 2-3 mois diminue par rapport à don d'oocytes. Donc, don d'oocytes per se peut donner plus de complications obstétricaux par rapport au cycle de fécondation in vitro avec ces oocytes. Et puis, si on a les jumeaux, par exemple, ces pourcentages de complications sont encore plus élevés. Donc, meilleur qu'on peut faire si on doit faire le don d'oocytes, ce n'est pas transférer 2 embryons, transférer seulement un pour ne pas avoir des jumeaux et puis essayer de faire ça dans le cycle naturel parce que ça diminue les complications qui peuvent malheureusement arriver. Donc, aussi, ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a encore les autres complications pendant la grossesse dans le programme de don d'oocytes, mais ces complications-là, ils correspondent plutôt, on trouve les plus souvent dans la situation quand l'âge des femmes est plus élevé. Et comme on fait le don d'oocytes dans la plupart des cas après 40-45 ans, dans ce cas-là, ok, on va avoir le pourcentage des complications obstétricaux plus élevé parce que l'âge est plus élevé. Et donc, on peut voir dans cette publication-là les complications dépendant de l'âge. Et donc, c'est les complications comme, comment dire, mode de... par exemple, le césarien, pourcentage de césarien, pourcentage de l'extraction avec les pinces, pourcentage de saignement. Et donc, on voit qu'avec l'âge, le pourcentage de toutes ces complications augmente. Encore, on peut voir que le pourcentage de problèmes comme diabète, comme placenta percreta, placenta previa, les thromboses, les problèmes cardiaques, tous ces problèmes aussi sont plus souvent trouvés pendant la grossesse si l'âge de femme est plus de 45 ans et encore plus élevé après 50 ans et après 55 ans. Dans la plupart des pays, il y a le limite d'âge pour faire le traitement de fécondation in vitro et de don d'oocytes et ce limite est à peu près 52-53 ans. Peut-être parce que après 55 ans, on peut voir que plus que 60% des femmes vont avoir des problèmes de santé très, très graves et très dangereux pour le bébé futur et pour la femme qui porte cette grossesse-là.
Donc, si on peut parler des points clés à retenir, euh, avant de commencer le programme de don d'oocytes, c'est très important de connaître le protocole de sélection et de contrôle de la donneuse pour comprendre bien qu'est-ce qu'on peut avoir et combien d'oocytes il faut prendre pour avoir le programme successif. L'important aussi de savoir le taux moyen de formation des blastocystes et le taux d'anéuploïdie ou euploïdie dans ce clinique-là. Ça permet aussi de comprendre combien d'oocytes il vaut mieux de prendre pour avoir à la fin au moins 2-3 blastocystes pour le transfert. Très important de contrôler le santé propre et aussi faire le dépistage génétique parce que ça permet d'être plus sûr que la grossesse va aller jusqu'à le terme et puis que le bébé ne va avoir des problèmes héréditaires. Si la femme a le diabète, les thromboses, l'hypertension, problèmes hormonaux, problèmes infectieux, dans ce cas-là, très important de stabiliser la situation avec son santé avant de commencer le programme parce que tous ces problèmes-là, ils peuvent arriver même si au début la femme était en santé excellente parce que le don d'oocytes et l'âge avancé sont les facteurs de risque de ces problèmes. Dans certains cas, les risques obstétriques peuvent être vraiment très élevés et c'est surtout si la femme a les problèmes de la santé préexistants et l'âge très avancé. Et donc, le choix des protocoles de préparation pour le transfert peut être, peut diminuer certains risques et améliorer le pourcentage de réussite. Donc, je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, je serai ravie de répondre. Merci beaucoup, ça a été très intéressant. Je vous en prie. J'ai reçu quelques questions par les réseaux sociaux, donc si vous êtes disponible, je vous les pose. Oui, tout à fait. Je vois les questions à droite, si? Oui, je vais les passer à l'écran là. Oui, oui, si c'est possible. Oui. En cas d'échec multiple de FIV avec des embryons de bonne qualité, le don de vulve peut-il encore être utile? Merci. La question est vraiment très intéressante. C'est vrai que très souvent, les médecins proposent ça, surtout quand la femme a l'âge 38, 39 ans, 40 ans. Donc, il faut voir la situation. Ce n'est pas toujours que le problème d'échec de multiples fécondations in vitro est l'échec des qualités des embryons des oocytes. Donc, il faut voir combien d'oocytes étaient obtenus. Quel était le pourcentage de fécondation? Combien de blastocystes? Est-ce que l'analyse génétique était faite? Donc, parfois, oui, si on peut constater que la qualité des oocytes n'était pas bonne, que la plupart de ces embryons étaient génétiquement anomaux, que, ok, la situation embryologique n'est pas excellente, oui, le don d'ovule peut être le choix. Mais si, par exemple, la femme a l'endomètre de 3 mm ou de 4 mm, et cet endomètre, on ne peut pas arriver à améliorer, s'il y a les problèmes de l'immunité, s'il y a les problèmes de les spermatozoïdes, par exemple, nous avons très, très petite qualité et quantité. Dans ce cas-là, peut-être le don d'oocytes ne sera pas très utile.
Donc, il faut voir en chaque fois. Merci beaucoup. Alors, moi, j'ai encore une question, mais je ne sais pas s'il y Oui, a oui, quelqu'un tout à qui fait. veut poser une autre. Alors, quelle est la différence en termes de pourcentage de réussite entre le don d'ovule et le don d'embryon? Merci. Généralement, la différence n'est pas très grande. C'est plus ou moins le même. Seulement que si la qualité des spermatozoïdes est vraiment, vraiment très, très diminuée. Mais le pourcentage des réussites et des qualités des embryons dépend, je ne sais pas, peut-être 70-80% de la qualité des oocytes. Donc, plus important avoir des ovules de bonne qualité que les spermatozoïdes de bonne qualité. Et dans la plupart des cas, si on a réussi d'avoir les embryons, c'est-à-dire que les spermatozoïdes font déjà son affaire. Donc, le pourcentage de réussite dépend de l'âge des oocytes et de la qualité des oocytes dans la plupart des cas. Donc, généralement, ce sera plus ou moins le même pourcentage. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions encore. Ok. S'il n'y a plus de questions, on peut Bah oui. finir. Je vous remercie beaucoup, docteur. Merci beaucoup d'être venu. Et si vous avez quelque chose à ajouter. Merci beaucoup. C'était plaisir de faire cette présentation. J'espère que c'était utile. Au moins, maintenant, vous savez quelles questions il faut poser à votre docteur quand vous allez venir pour faire le don d'oocytes. Donc, ok, j'espère que ça va vous aider un tout petit peu. Et à Merci bientôt. beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir.